Bonjour à tous et merci d'être là. Cette émission qui sera consacrée en grande partie au 50e anniversaire du premier vol du tout premier Airbus. Tout premier Airbus, ça veut dire qu'il y a 50 ans, jour pour jour, il n'y avait pas un seul Airbus dans le ciel de Toulouse, ni dans le ciel partout autour de la planète. Autrement dit, en 50 ans, Airbus a fait un sacré chemin pour arriver aujourd'hui à faire jeu égal, voire à dépasser son adversaire, son concurrent direct qui est Boeing, hein, puisque depuis plusieurs mois, Airbus livre plus d'avions que Boeing. Donc c'est un succès remarquable. Et cette réussite est due à l'implication, à l'investissement des femmes et des hommes qui ont fait Airbus. Et notre invité d'aujourd'hui a fait partie de cette épopée. Il a notamment été directeur commercial et directeur technique de la stratégie chez Airbus. Bonjour Philippe Jarry. Bonjour Gilles et bonjour à tous. Heureux d'être avec vous. Philippe, tu as travaillé quand chez Airbus? De quelle période à quelle période? J'ai passé 30 années à Airbus, de 1981 à 2009 en fait, donc 30 années qui ont couvert la période de grand développement de l'industriel européen en fait. D'accord. Et alors, quelles ont été tes fonctions successives? Alors je suis arrivé d'abord au marketing de façon à apprendre véritablement les avions d'Airbus, Mhm. puisque précédemment je travaillais dans l'industrie. Ouais, l'industrie des moteurs d'avion avec le Snecma General Electric. Et en D'accord. fait, j'avais travaillé sur la remotorisation des Douglas DC-8, puis des Boeing KC-135 et des 737. Donc D'accord. je connaissais bien les concurrents d'Airbus, je Mhm. connaissais mal les Airbus. Et quand Donc tu il dis fallait. que tu connaissais bien les concurrents, tu les connaissais de l'intérieur, tu as travaillé chez eux aux États-Unis? Non, je n'ai pas travaillé chez eux, mais un motoriste est quand même extrêmement impliqué avec les avionneurs. Oui. Et donc, pour arriver à vendre l'idée de la remotorisation, il faut bien connaître l'avion sur lequel vous positionnez vos moteurs. Mhm. Le DC-8 série 60 chez Douglas à l'époque, ou les Boeing 737 et KC-135. Il me restait à apprendre ce qu'étaient vraiment les avions Airbus. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. C'était 1976. Il y avait l'A300 et c'est tout. Justement, on reviendra sur cette époque, hein, puisque comme tu le dis, entre 1972 fin 72, date du premier vol, et 1976, Airbus n'a pas produit beaucoup d'avions. Donc, mais ça, on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant, ce que je te propose, c'est de faire un survol de l'actualité de ces derniers jours, l'actualité aéronautique évidemment. Donc, c'est le débrief. Au sommaire de ce débrief, l'épidémie des sorties de piste. La dernière sortie de piste, ça date de quelques heures. C'est un Airbus A330 de Korean qui est sorti de piste à son atterrissage à Cebu aux Philippines. Alors il semblerait que le temps était très mauvais ce jour-là, puisque le pilote s'y est repris à deux fois avant de se poser. Et comme on peut le voir sur ces images qu'on a récupérées sur le compte Twitter de Giancarlo de Vela, l'avion a vraiment beaucoup souffert. Alors un autre avion aussi qui a souffert, c'est le 737-800 de Transavia qui a fait un atterrissage dur le 1er octobre à Nantes. Donc là, je ne sais pas si cet avion pourra revoler. Un autre qui a été beaucoup plus doux et beaucoup plus récemment, c'était le 20 octobre à Orly, le RJ 145 d'Amelia qui arrivait de Rodez et qui à Orly a fait donc une sortie de piste. Apparemment, il serait parti en aquaplaning. Et puis donc le premier de cette courte liste, c'était évidemment le 24 septembre à Montpellier, le 737-400 cargo de West Atlantic qui lui a fini le nez dans le lac. 4 sorties de piste en vraiment très peu de temps, hein, l'affaire d'un mois. Et ça fait beaucoup. Hein, les sorties de piste représentent 20% des accidents d'avion. C'est un sujet qui a dû aussi t'occuper dans ta carrière. On sait que la phase d'atterrissage, qui suit l'approche, une approche si possible bien stabilisée et tranquille, l'atterrissage est quand même une phase un peu délicate. Alors d'autant que les conditions atmosphériques ne sont pas bonnes. Alors ça peut être des pluies diluviennes, ça peut être une piste annoncée comme inondée, ça peut être du brouillard. Il y a quelque chose qui est assez clair, c'est qu'on recommande, si possible, de ne pas s'obstiner. J'ai le souvenir d'une tentative multiple d'atterrissage
à bord d'un DC-10 d'Iberia. Entre Paris, Madrid et Caracas, on avait donc un arrêt, une étape à Madrid. Il y avait un brouillard épouvantable. Ce qui était très très mauvais, c'est que le président d'Iberia était à bord, Ah, est allé dans le cockpit. ça met un peu Et la là, pression. Oui. voilà, on a commencé à serrer les fesses. Et heureusement, à la troisième tentative et de remise des gaz, il a été décidé d'aller se poser à Saint-Jacques-de-Compostelle. Chez Airbus, il existe un système d'aide à la décision et qui encadre bien la phase d'atterrissage. C'est vrai, mais les équipages sont les équipages. Les tensions peuvent être celles du moment. Il y a forcément des pressions qui jouent. Et un meilleur équipage peut aussi se trouver piégé, Hmm. comme peut-être les équipages dont tu viens de parler, là, dans les Ouais. 4 cas. Bon, et ben, après ça, il y a commission d'enquête, et heureusement, il y a une enquête au calme pour déterminer véritablement la séquence. Tu parles d'enquête, et d'enquête, il en est évidemment question au procès du Rio-Paris, hein, le vol Air France AF 447. Donc on est entré dans la troisième semaine du procès Rio-Paris, hein, qui a débuté le 10 octobre et qui va se finir le 8 décembre. Donc Air France et Airbus sont sur le banc des accusés. La DGAC a été mise en cause la semaine dernière. On lui reproche son manque de réactivité. Alors, il n'est pas question qu'on rentre dans le fond du procès. On aura l'occasion d'y revenir d'ici le 8 décembre. Mais ce qui est intéressant de noter une fois de plus, c'est que le temps n'est pas le même pour toutes les parties prenantes dans un accident d'avion. Quand un accident d'avion se produit, les médias veulent savoir immédiatement ce qui s'est passé, avant même que les pompiers aient fini d'éteindre l'incendie, avant même que les enquêteurs du bureau enquête accident ou du NTSB soient sur les lieux. Donc c'est le temps des médias. Le temps des médias, c'est confronté avec celui des enquêteurs. Les enquêteurs qui ont obligation de rendre un rapport préliminaire. Au bout d'un mois, c'est le rapport préliminaire. On donne vraiment, c'est très très factuel. Parfois, les boîtes noires n'ont pas été encore retrouvées ou pas encore étudiées. Et puis après, il y a le rapport. Le rapport final qui intervient. Dans le cadre du Rio-Paris, il est intervenu 3 ans après le drame, puisqu'il a fallu 2 ans d'abord pour retrouver l'épave et les 2 enregistreurs de vol. Pendant ces 2 ou 3 années qui se sont écoulées, le BEA a été soumis à une pression extraordinaire de la part des médias. Et là, il faut reconnaître que Jean-Paul Troadec et son équipe ont fait un sacré travail de pédagogie, d'explication, pour expliquer justement qu'ils ne pouvaient pas, en l'état actuel, encore donner, pendant les 2 premières années, c'était impossible difficile de savoir un peu ce qui s'était passé. Il y avait quand même des pistes. Donc, les médias, l'enquête technique et l'enquête judiciaire. L'enquête judiciaire, elle a débouché il y a quelques jours sur le procès. 13 ans après le drame, le procès. Et là, c'est plus du tout les mêmes enjeux. Et donc, il est difficile de faire coïncider toutes les attentes des uns et des autres. Les journalistes qui veulent tout savoir tout de suite, on en fait partie, hein. Les enquêteurs qui, eux, à froid, essayent de savoir quelles sont les causes de l'accident de façon à pouvoir émettre des recommandations et éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets dramatiques. Et puis arrive la justice qui, elle, veut comprendre pour savoir à qui faire porter la faute. Oui, j'ajouterais peut-être, Gilles, juste quelque chose. Il y a aussi le temps des parties civiles, c'est-à-dire le temps des familles de victimes, qui évidemment vivent soudain l'immédiateté d'un désastre. Et j'allais dire, ce n'est pas seulement dans le cadre d'accidents aériens, dans tout accident, on veut savoir tout de suite ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. On a l'impression que l'on vit dans un monde finalement avec des moyens de transport très sûrs. On ne cesse de nous dire que c'est très sûr. Et tout d'un coup, nous voilà frappés par quelque chose. Et ça touche d'abord les familles de victimes. Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il? Et trouver le chemin vers l'explication rationnelle et complète, ça prend beaucoup de temps. Et c'est ça qui est très, très dur. Et l'on comprend le décalage complet entre le temps d'une enquête qui doit être faite minutieusement, sans accroc, et le temps de l'émotion qui, évidemment, couvre le tout. Voilà. Je n'en dirai pas plus, hein, mais c'est un fait.
Bien sûr. Ouais. On reviendra évidemment sur ce procès quand on arrivera vers la fin. Donc là, je pense qu'on aura l'occasion de faire une émission plus en profondeur sur ce sujet assez délicat pour le transport aérien. Troisième sujet, c'est Air France Industrie qui noue des partenariats avec des startups de l'aviation électrique. Alors, le premier, ça a été avec Ascendance Flight, la startup de Toulouse, qui développe un hybride eVTOL de 5 places, qui n'a pas encore volé. Hein. Le premier vol est prévu en 2023. Et le deuxième, pour l'instant, parce qu'il y en aura d'autres sans doute, c'est Ampère, qui, lui, propose des modifications, hein, ce qu'on appelle dans le jargon aéronautique des STC, hein, des modifications d'avions classiques. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un Caravane, le Cessna Caravane, l'avion de Brousse ou de transport court courrier, qui est habituellement alimenté par des turbines. Et là, donc, c'est remplacé par une motorisation hybride électrique. Et ça avance très, très vite. Ça avance très vite. Et il y a de nombreux projets. Et donc, l'entrée en service est prévue pour 2024. Ampère totalise déjà de nombreuses heures de vol et des heures de vol assez concluantes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Air France Industrie, c'est le support client de nombreuses compagnies à travers le monde. Hein. Ils viennent en assistance à des compagnies partout dans le monde et sur des avions modernes. Ils sont vraiment, c'est un des leaders dans le domaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une boîte comme celle-ci s'intéresse aux avions électriques. C'est le signe, à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais c'est le signe que là, on est vraiment près du moment de bascule, c'est-à-dire de l'entrée en service des premiers avions électriques. Je n'oublie pas que Pipistrel vole déjà depuis 2 ans, mais Pipistrel, c'est à une autre échelle. Là, quand on commence à parler de transport aérien, on passe dans une autre dimension. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je crois que l'aviation n'a cessé de changer depuis un siècle qu'elle existe. Et à chaque fois, il a fallu que des artisans se mettent au boulot pour explorer de nouvelles voies. Et en voilà une, l'électricité, qui est beaucoup plus qu'un seul changement d'énergie. C'est aussi quelque chose qui va changer sans doute la géométrie de l'avion, les configurations. Donc ça va aller très très loin. C'est pour ça que je pense que ça va prendre finalement pas mal de temps. Mais il faut absolument qu'il y ait des explorateurs. Et si Air France Industrie commence à s'y mettre maintenant, ben c'est une très bonne chose. On a besoin de découvreurs, d'aventuriers. Là, ils y sont. Et là, ce sont des découvreurs et des aventuriers qui ont un sacré bagage technologique, technique. Qui ont un métier, absolument. Qui ont du métier, hein, qui ont une grosse assise. Et donc, ça c'est, on n'est plus du tout dans l'univers des startups. Là. Tout à fait. Tout à fait. Ça change d'échelle. Voilà, c'est ça change d'échelle, ouais, tu as raison. Alors, le dernier point, c'est le succès de ce qu'on appelle les P2F, c'est-à-dire Passenger to Freight, c'est-à-dire les conversions d'avions de ligne en cargo. Rien que dans la semaine qui vient de s'écouler, encore ce matin, il y a eu toute une avalanche de commandes. C'est Embraer qui annonce la commande de 10 avions E190, 195, hein, c'est le plus grand de ces avions de transport régional qui vont être transformés en cargo. Boeing a annoncé la livraison du 100e 737-800 converti. Airbus vient de vendre à Amazon via un loueur 10 A330-300. Donc c'est un marché qui est porté par les expressistes, hein, ces compagnies qui livrent très très rapidement. Donc elles ont besoin de petits modules, puisque le 190, l'Embraer 190, c'est vraiment pas bien grand. Passager, quoi. Mais on a besoin... Et lorsque des évolutions technologiques amènent à mettre à la retraite un peu anticipée un très grand nombre d'avions, il faut leur trouver une deuxième vie. Alors autrefois, on les trouvait chez les charters. C'est plus le cas aujourd'hui, puisque ce qu'on appelle les compagnies charters sont devenues ce qu'on appelle les low cost, et qu'elles mettent en ligne des avions flambant neufs. Donc, il faut chercher un autre marché. Et là, le marché du fret se présente très, très bien. Cela dit, tous les avions en version passager, il ne suffit pas de vider la cabine pour en faire un avion de fret, notamment à cause des densités du fret, des masses transportées
Et donc, ça demande des renforts structuraux. Par contre, si on est dans le colis express ou le Oui. courrier express, avec de très faibles densités, l'avion peut être, à relativement peu de frais, transformé. Et donc, il y a ici une conjonction, en fait, de l'appétit du marché express et de la mise sur le marché d'avions passagers qui se trouvent être remplacés par de nouvelles générations d'avions. Il est certain que la 320 Neo, la famille Neo, met sur le marché énormément de 320 de générations précédentes. Mhm. Et quand Boeing va recommencer à livrer à grande cadence ces 737 type MAX, va tourner encore comme ça, eh bien, ça va précipiter l'arrivée sur le marché de l'occasion de beaucoup de 737. Donc, c'est assez logique. C'est assez logique. Alors, c'est un marché quand même qui ne va pas pouvoir éponger tous les avions qui sont mis en retraite ou retirés du service passager prématurément. C'est clair. Et c'est bien la raison pour laquelle les avionneurs doivent bien cadencer le lancement de nouveaux avions ou de nouvelles variantes. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes qui sont leurs clients ont besoin d'une valeur résiduelle suffisante en mettant sur le marché de l'occasion des avions qui vont devenir superflus. Mhm. C'est avec la valeur de revente qu'ils vont pouvoir participer au financement de l'achat des avions neufs. Donc il ne faut pas précipiter les choses. Il Mhm. faut quand même laisser vieillir un certain nombre de flottes avant de les bousculer et de les mettre dehors. Surtout si ça arrive en grand nombre et à grande cadence. Parce que à ce Ouais. moment-là, les valeurs résiduelles vont s'effondrer. Sauf que maintenant, il y a un nouveau paramètre quand même. C'est-à-dire que la nouvelle génération d'avions, c'est-à-dire le Neo chez Airbus ou le Max chez Boeing, permet des gains sur les coûts de production de l'ordre de 15 à 20%, ce qui est énorme. Alors après, ça se traduit aussi donc, par des réductions des émissions de CO2. Donc rien que pour ça, les compagnies sont encouragées à avancer le retrait de leurs avions de génération précédente pour les remplacer. C'est vrai, mais il y a une concurrence entre les compagnies qui mettent leurs avions à la retraite. C'est pour ça que certaines compagnies sont les premières à se positionner sur le marché de l'occasion. Mmh. Un bel exemple, c'est Singapore Airlines qui a toujours été la première à remettre sur le marché des avions relativement neufs, de façon à doubler leurs concurrents et d'obtenir de très bonnes valeurs résiduelles pour financer l'achat d'avions neufs et d'être les premiers à mettre en ligne les nouvelles générations. Tout à fait. Il y a d'autres compagnies qui, au contraire, sont beaucoup plus conservatrices et préfèrent continuer à utiliser, autant que faire se peut, des avions relativement, pas âgés, mais qui commencent à avoir de la bouteille. Mmh. J'ai un œil sur le chat. Alors, salut Alfred. Visiblement, les anciens intéressent aussi, car un A340-500 a été convoyé depuis Teruel vers l'Ukraine hier pour une transfo cargo. 9 contre occasion qui gagne. D'où vient-il ce 340-500? Apparemment de Grande-Bretagne. Bon, c'est l'avion qui a transité. C'est vrai Ouais. que les A340 500, 600 sont assez proches de leur sortie. Le 500 est un avion qui est né de façon un peu particulière. Airbus n'avait pas tellement envie de lancer le 500. Il avait prévu de lancer la 340-600. L'objectif était d'arriver à contrer les nouveaux 777. Et c'est dans une réunion avec des compagnies aériennes que la délégation d'American Airlines nous a dit, mais si vous faisiez un A340-600 beaucoup plus court, dites-nous de quelle distance franchissable nous pourrions disposer ainsi. L'idée, c'était de voir si l'avion serait capable de faire du véritable transpacifique non-stop, et même plus que cela, c'est-à-dire d'aller du centre des États-Unis ou de l'est des États-Unis vers les côtes pacifiques asiatiques. Et c'est comme ça que l'idée d'un A340-500 de petite taille, qui est devenu le 500, pardon, est apparue sur le marché. Il y en a eu très peu de construits. Il y en a eu très peu. Il y en a eu très peu. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais s'il y en a 25 ou 30, ça doit Ah être à peu oui, près le si peu que du ça, monde. d'accord. Ok. Alors, apparemment, celui-ci viendrait de chez Etihad. Et il a été stocké plusieurs années à Teruel en Espagne. Vous savez que le fuselage de la 340, du point de vue diamètre, Oui, est le même que celui de la 300. Et on va arriver à parler de la 300. on va y arriver.
Voilà pourquoi l'A300 s'est révélé être un bon avion cargo, c'est qu'effectivement, il a une section de fuselage extrêmement intéressante. Et donc, le 340-500 ou le 600 ou le 340 de base ou la 330, la 310, la 300 ont le même diamètre de fuselage et il est assez logeable avec des palettes, des containers, aussi bien au pont principal que dans les soutes. Donc, c'est un avion qui est assez raisonnable pour le transport de cargo. Effectivement, on va en reparler puisque c'est un Eh bien, on va en parler, oui. des points forts, du moins, au moment de dessiner la 300, c'est rentré en ligne de compte, hein, cette partie cargo. Alors justement, on va y venir tout de suite. Juste une chose, c'est Alfred qui nous précise que 34 exemplaires ont été livrés, hein, du Tiret 500. Voilà. Merci pour ces précisions. Et c'est là où on se rend compte que sur une émission comme Jump Seat, notre chat est très, très, très précieux parce qu'il nous apporte des informations. Merci bien. Eh bien, on va lancer tout de suite le sujet suivant, le point fixe. C'est consacré donc au premier vol de l'A300B, et c'est-à-dire le premier vol du tout premier Airbus, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'était le 28 octobre 1972. Philippe, tu te souviens où tu étais ce jour-là ? Alors, je venais d'arriver aux États-Unis pour terminer mes études d'économie et de finance dans une université américaine. J'avais fait donc la traversée de l'Atlantique le 19 octobre, sans savoir que 9 jours plus tard, un avion européen qui deviendrait l'essentiel de ma carrière, mais ça je ne pouvais pas l'imaginer, allait faire son premier vol à Toulouse. Donc je sais très bien où j'étais. On voit les images du premier vol de l'A300B. C'est effectivement un moment assez émouvant de revoir ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel contexte est né le projet Airbus. Dans la série de podcasts que tu viens de réaliser avec Gérard Maui et que nous diffusons donc sur Aérobuzz tous les jours, un épisode par jour, dans l'épisode d'hier, tu racontes où en était l'industrie aéronautique mondiale au sortir de la guerre. Parce que pour toi, tu fais remonter ce premier vol à la fin de la guerre. Pourquoi ? On ne part pas de rien. Enfin, l'aventure Airbus Industrie, c'est une aventure qui se déroule dans un jeu international, qui va être le jeu du transport commercial international. Et ce jeu, on peut dire qu'il commence vraiment en 1945. C'est un jeu sans frontières, c'est des avions sans frontières, on l'a compris, et tout de suite, ça s'organise. Convention de Chicago en 1944, création de l'IATA, accord sur les concurrences, accord sur les passagers. Immédiatement, on se rend compte que le transport aérien, c'est une affaire mondiale. C'est la première chose. Deuxièmement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un espoir de croissance phénoménal. En 1945, il y a à peu près 10 millions de passagers. C'est rien du tout. Mais 10 ans après, ça a été multiplié par 6, 60 millions. En 1960, on passe la barre des 100 millions. En 63, on est presque à 150 millions. Donc ça avance à peu près à 15%. Donc chaque fois qu'on a un marché qui nous présente des taux de croissance de ce type, on se dit, mais avec quels outils est-ce que je vais pouvoir répondre à la demande ? Alors les outils, c'est essentiellement les surplus américains. Et les Américains vont déverser sur les compagnies aériennes leur Douglas DC-3, DC-4, DC-6, DC-7. Lockheed va proposer ses constellations, puis son super constellations, qui sont super G. Il va y avoir, venant des États-Unis, tout un surplus d'avions cargo militaires transformés en avions de transport civil. Et puis là, il n'y a pas d'outil de production à amortir. Là, il est déjà amorti depuis longtemps. Et alors, effectivement, on va s'apercevoir, et ça dure encore, que les budgets militaires américains sont tels que ça permet de financer de grandes aventures commerciales. Même si les Américains s'en sont toujours défendus en disant non, le militaire c'est le militaire et le civil c'est le civil. C'est clair. Et d'ailleurs, on va retrouver ce que j'ai appelé la bande des quatre, c'est-à-dire Douglas, Lockheed, Boeing et Convair, qui faisaient des avions de transport pendant la guerre ou des avions de bombardement, donc des gros avions. On va tous les retrouver autour de la table pour proposer des avions de transport commercial. Alors, ils ont un avantage, mais ils ont un inconvénient. Ils ont une faiblesse plutôt. C'est que quand vous avez les mains pleines d'un produit et qu'apparemment vous n'avez pas de concurrent, vous avez tendance à utiliser ce produit autant d'années que possible. Donc vous êtes en fait très conservateur. Et les Américains vont se montrer très conservateurs. Les révolutionnaires, et ça c'est une magnifique surprise, ce sont les Européens. Les Européens avec d'abord les Anglais. Là tu parles des Européens d'avant Airbus, hein ? Oui. On est vraiment dans les années 45, 50,
1955, Mhm. l'Europe n'est pas encore faite. Les pays européens, certains s'en sortent plus ou moins intacts, mais plutôt amochés. Mais ceux qui ont beaucoup avancé en aéronautique, ce sont les Anglais. Ils ont une foule d'avionneurs et ils ont d'excellents motoristes. Et ça va être la clé du démarrage de l'aviation commerciale à réaction, puisque finalement, ce sont les Anglais, avec de Havilland et Rolls-Royce, qui vont mettre en vol dès 1949, c'est inouï, un quadriréacteur moyen courrier, le Comet. Alors, ils vont être les pionniers. Ils vont payer le prix d'avoir été les pionniers parce que, au bout de quelques années, les avions vieillissent mal, se déchirent en vol, et donc il va y avoir un coup d'arrêt. À côté des Anglais, il y a les Français. Alors les Français se relèvent péniblement de l'arrêt de la Deuxième Guerre mondiale, et la politique des prototypes va finalement financer des bureaux d'études, et va surgir un avion étrange, un moyen courrier aux lignes tout à fait inouïes, tout à fait nouvelles, avec une aile très très pure et des moteurs placés à l'arrière. C'est la Caravelle, lancée en 52, premier vol à Blagnac en 1955. Et ça va être une révolution, une véritable révolution. Donc on peut dire que à ce moment-là, ce sont les Européens, anglais et français, qui ont mis la véritable carte nouvelle Mhm. sur la table. Alors, des Européens, certes, mais chacun de son côté, hein, chacun de son côté de la Manche, je dirais. La coopération, elle va venir juste après. Elle va venir du souhait déjà de faire la paix, et le mieux pour faire la paix, au niveau politique, hein, j'entends, c'est de coopérer. L'Allemagne et la France ont eu cette vision qu'il fallait coopérer tout de suite sur l'industriel. Le charbon, l'acier, pour commencer. C'est extraordinaire comme vision. Et on va en arriver aussi à l'aéronautique dès 1955. 55, c'est une date importante, pas seulement pour le premier vol de Caravelle, mais c'est la date à laquelle les pays occidentaux alliés réalisent que la punition qu'ils ont donnée à l'Allemagne en 1945, c'est-à-dire interdiction d'avoir une armée, interdiction d'avoir une armée de l'air, eh bien ça va changer parce qu'on a face à nous les troupes du pacte de Varsovie et tout le monde pense que les chars russes sont arrivés en 3 jours à Strasbourg. Donc il faut armer l'Allemagne de l'Ouest. Alors comme ils n'ont pas de Luftwaffe, on va leur proposer de fabriquer sous licence des avions. Et la petite graine qui va être posée, peut-être qui va servir plus tard pour Airbus, c'est les constructions sous licence d'avions français en Allemagne. Le Nord Atlas par le groupe industriel d'Allemagne du Nord Mhm. et l'avion d'entraînement Fouga Magister par le groupe du Sud. Et ainsi, des équipes allemandes et des équipes françaises vont commencer à travailler ensemble sur les mêmes plans. Et ça va ouvrir ensuite la route à un programme véritablement franco-allemand auquel les deux pays, les deux industries vont véritablement travailler dès la conception. C'est le Transall, un avion qui vient juste de prendre sa retraite. Et donc, tout ça sont les graines. Alors, c'est soutenu par une volonté franco-allemande de coopérer tous azimuts. Hein, la fameuse déclaration de De Gaulle, le pays avec lequel la France a intérêt à travailler pour le bien de l'Europe, c'est la nation allemande. Et le traité de l'Élysée en 1963. Mais du point de vue aviation, c'est quand même l'Angleterre et la France qui sont les plus avancés. Et donc, comme les deux pays réfléchissent au transport supersonique, ce qui paraît un peu inouï dès la fin des années 50, début des années 60, on pense déjà à Mach 2. C'est extraordinaire. Alors qu'en Mach 2, on en est aux avions de combat. Eh bien, les Anglais de leur côté et les Français de leur côté commencent à travailler un avion de transport. Pour les Français, c'est Super Caravelle, pour lequel Sud Aviation va travailler avec Dassault. Dassault, le grand spécialiste du vol supersonique. Et donc, ils vont imaginer une Super Caravelle de 100-110 places. Bon, ça ne va pas aller plus loin, mais il y a quelque chose qui commence avec cette coopération un peu étonnante entre Sud Aviation et Dassault, c'est qu'ils vont commencer à travailler sur d'autres projets, sur des coopérations croisées. Un très gros avion, moyen courrier, qui va s'appeler le Galion, et un Mhm. avion de Ouais. petite taille qui va finalement donner beaucoup plus tard naissance au Mercure. Mais rien ne va être perdu. Il faut en revenir à la France et à l'Angleterre. Du point de vue politique, ça se passe très mal. C'est le veto français à l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun. Mais ça n'empêche pas les industriels des deux côtés de la Manche de travailler ensemble. Il va y avoir Caravelle, lancé en 62, et puis il va y avoir aussi des programmes militaires, le Jaguar, l'avion à géométrie de combat à géométrie variable. Tout ça, c'est le milieu des années 60. Ce sont autant de programmes qui permettent aux industriels des différents pays d'apprendre à travailler ensemble. Mais encore C'est exactement ça. à cette époque-là, au sein même de chaque pays, il y a encore beaucoup de constructeurs. L'unification, je dirais, la Oui, alors, concentration, c'est pas encore faite. c'est vrai. Il va y avoir deux types de concentration. Les premiers véritablement à bouger, ce sont les Allemands. Alors pour eux, c'est un peu plus facile puisqu'ils sortent d'un tel désastre qu'il est plus facile de construire quand on n'a quasiment plus rien. Alors il va y avoir deux groupes, on va l'appeler le groupe des cinq, qui vont finalement fonder un groupe technique qui va donner ensuite naissance à Deutsche Airbus. Du côté français, il faut attendre 1970 pour que Sud Aviation et Nord Aviation fusionnent et deviennent la Société nationale industrielle de l'aérospatiale. Du côté anglais, ils ont 20 ou 30 constructeurs. Ça va leur prendre du temps de se grouper. Et en fait, certains vont surnager, la British Aircraft Corporation, c'est sûr, Hawker Siddeley, évidemment.
Donc il y a regroupement national et ensuite entente internationale. Donc on peut dire l'Europe se prépare, mais elle met du temps pour réfléchir et mettre ça en place, si bien que ça laisse le temps aux Américains de reprendre la main. Et notamment une société qui a eu la chance de faire des gros avions de bombardement stratégique et qui continue à être alimentée par des budgets colossaux. Et cette société, c'est Boeing, qui se voit confier la réalisation des bombardiers stratégiques avec des très grandes voilures, des moteurs pendulaires, le B-47, 6 moteurs, premier vol en 47, c'est un hasard, c'est comme ça, le B-52, premier vol en 52 aussi, ça tombe comme ça, facile à retenir, très grande voilure, 8 moteurs sous la voilure. Et puis, il faut des ravitailleurs. Et là, un quadrimoteur, le K736. Et de toute cette expérience, de toute cette connaissance, Boeing va finalement dire, bon, j'abandonne les hélices, je laisse ça aux autres Américains. Lockheed qui prend encore des turboprops, des choses comme ça. Douglas qui pousse son DC-7 jusqu'au DC-7C. Il dit, moi, j'abandonne. J'en connais assez sur les moteurs. Les turboréacteurs. Je lance le premier avion long courrier, le quadrimoteur. C'est le Boeing 707. Et ils vont finalement en faire une sorte de famille avec le même fuselage. Ça va être le 720, puis le 727, puis un jour le 737. On peut dire qu'à ce moment-là, les Américains à toute vitesse, parce que Douglas va prendre la suite de Boeing très vite et lancer le DC-8 qui ressemble très fortement à un 707. Et là, l'industrie américaine va montrer que quand elle se met à quelque chose, elle le fait très très vite, plus vite que les Européens. En Europe, à ce moment-là, on en est où? À ce moment-là, les Européens commencent à se dire que oui, le marché du transport aérien est en croissance, mais l'essentiel de la croissance, elle se voit sur le court et le moyen courrier. Ce qui peut paraître curieux parce qu'on imagine que l'avion, c'est fait pour aller loin. En fait, pas du tout. Beaucoup d'avions vont très près ou pas trop loin. Et donc, les compagnies européennes menées par la British European Airways en Angleterre, Air France en France et Deutsche Lufthansa en Allemagne, commencent à réfléchir ensemble à ce que pourraient être les besoins d'un avion beaucoup plus gros que ceux qu'ils utilisent actuellement à l'époque, pour des routes à l'échelle européenne, on va dire 2000-2500 km. Tu dis que ce sont les industriels qui commencent à réfléchir à une coopération européenne. Au départ, ce n'est pas une volonté politique? Non, tout est mené en parallèle. J'allais dire, la réflexion des transporteurs et la réflexion des avionneurs, elle se fait en parallèle. On voit ainsi des coopérations multiples, type Hawker Siddeley en Angleterre, Nord Aviation en France, Breguet en France, sur un projet qui s'appelle le HBN 100, un avion de très grosse capacité, 10 moteurs. On voit aussi Sud Aviation se rapprocher aussi des Anglais, avec Rolls-Royce et Hawker, sur un projet qui va s'appeler le Galion, qui est une espèce de très gros A300. Alors, le nom d'A300 n'existe pas à l'époque encore, mais tout le monde sait qu'il va falloir trouver une solution. Pourquoi? Quand vous avez une grosse croissance, vous avez deux routes possibles. Ou bien vous multipliez les avions, ce qui veut dire multiplier les aérogares, multiplier les pistes, multiplier le contrôle aérien, multiplier les équipages, ou bien vous augmentez la taille de chaque avion. Voilà, ce sont les deux pistes possibles. Et vont jouer aussi les questions de coût. Il est certain que quand vous multipliez le nombre d'avions, le nombre d'équipages, le nombre d'équipes de maintenance, etc., ben, vous augmentez vos coûts. Et le coût au siège n'est pas tellement amélioré. Alors que le gros avion, c'est comme le coût d'un autobus. Tout le monde comprend que le coût au siège d'un autobus, c'est beaucoup plus faible que le coût d'un minibus, qui est lui-même beaucoup plus faible que 5 ou 6 voitures individuelles. L'avion, c'est pareil. Alors, tout le monde va s'en rendre compte aux États-Unis et en Europe. La chance de l'Europe, c'est que la voie choisie par les Américains va différer de l'avion choisi par les Anglais, les Français et les Allemands. Les Anglais, les Français et les Allemands vont considérer que le meilleur choix, ça serait un avion d'à peu près 300 places, biréacteur. Alors, on l'a échappé belle parce que aux États-Unis, une compagnie aérienne, heureusement une seule, American Airlines, pense que c'est une bonne idée. Heureusement, toutes les autres pensent que c'est une mauvaise idée parce que la taille des États-Unis étant telle, la géophysique américaine étant telle, avec des aéroports souvent en altitude, et notamment Denver, le fameux Denver, les distances à couvrir côte à côte de Los Angeles à Boston font qu'on va avoir des avions très lourds. Il faut voler 4 heures, 4 heures et demie. Et donc, pour différentes raisons, le bimoteur est rejeté. Il faut choisir le trimoteur. Et notamment à cause du syndrome de Denver, vous savez que tout avion, s'il perd la puissance sur un moteur au moment le plus critique au décollage, c'est-à-dire qu'il doit forcément continuer son décollage, doit le faire en ayant perdu un moteur. Le bimoteur, eh ben, il perd la moitié de sa puissance. Donc, il faut être surmotorisé, en fait. Et donc, les Américains vont juger, c'est-à-dire Douglas et Lockheed, qu'avec 3 moteurs, ça passera beaucoup mieux. Et ça, c'est la grande chance. Les Américains n'ont pas suivi la demande d'American Airlines et de son ingénieur qui s'appelait Frank Kolk. Heureusement. Si bien que la voie est libre pour que les Européens continuent leur projet d'un avion de 300 places biréacteur.
Alors tout ça, ça va se dérouler autour des années 65, 66 et 67. Les Européens se disent, bon ben voilà, on fait l'amalgame entre le projet HBN 100, le Galion, on est tous à peu près d'accord. Et il va y avoir, en septembre 1967, l'accord fameux tripartite entre les gouvernements anglais, français et allemand pour faire une étude technique approfondie de l'avion dénommé Airbus A300 pour 300 places, biréacteur. On ne sait pas encore quel réacteur. Est-ce que ça va être Rolls-Royce? C'est très possible. Et les Anglais vont pousser les partenaires industriels à choisir un moteur très puissant de Rolls-Royce, le RB207. C'est la première fois qu'on parle d'Airbus A300? Oui, absolument. C'est le fameux accord de septembre 1967. Et rien ne va se dérouler comme prévu. Alors que tout le monde pouvait dire, bah, ça y est, l'Europe aéronautique, elle va être faite. On a enfin un programme. En fait, 68 va être une année extrêmement difficile pour les Européens, pour plusieurs raisons. D'abord, le programme Concorde engloutit les ressources financières, techniques, industrielles et humaines de l'Angleterre et de la France. C'est un projet d'une ambition extraordinaire. Quand on y réfléchit encore aujourd'hui, on se dit, mais ils l'ont fait, mais c'est incroyable. Ouais. Ensuite, Dassault pousse l'avion de 150 places à peu près, c'est le Mercure. Et Dassault a l'oreille quand même des financements publics. Donc, l'A300, c'est peut-être un avion de trop. C'est l'avion de trop. Et l'année 1968 va être absolument terrible. Et il va falloir l'énergie combinée de capitaines d'industrie exceptionnels et d'hommes politiques exceptionnels, notamment en France et en Allemagne, pour sauver le programme durant l'année 68. Alors, leur nom, c'est en France Henri Ziegler notamment, et du point de vue politique, du côté politique, Jacques Chaban-Delmas. J'allais dire tous les deux ont été des résistants. Et bien là, ils vont montrer en 1968 leur extraordinaire résistance à tous les abandons. Du côté allemand, là, il y a un homme emblématique qui est à la fois un passionné d'industrie et un homme politique et un financier, c'est le docteur Franz Josef Strauss. Et donc, sans doute, on leur doit le sauvetage du projet à un moment où le gouvernement britannique décide de retirer ses lignes. Donc on se retrouve sur un projet franco-allemand, donc. On se retrouve brutalement privé du soutien du gouvernement britannique. Mm-hmm. Heureusement, l'industriel britannique, et on ne le dira jamais assez, on ne le soulignera jamais assez, Hawker Siddeley, décide de continuer l'aventure malgré le retrait de son gouvernement et des garanties de son gouvernement. C'est extraordinaire. Et là, chapeau à cet Anglais. Voilà. Et donc, franco-allemand, il va falloir tout reconstruire et ça va être finalement l'accord franco-allemand de mai 1969, signé devant les caméras pendant le salon du Bourget, à l'intérieur d'une maquette en bois de la cabine de l'A300, par les deux ministres de tutelle, le français et l'allemand, pour un A300B devenu un peu plus petit, parce qu'on n'a plus le moteur RB207 de Rolls-Royce, puisque Rolls-Royce a préféré se concentrer sur un moteur moins puissant pour le triréacteur Lockheed aux États-Unis. Donc l'A300 devient A300B, plutôt aux alentours de 250 places, 245 places. D'accord. Et donc là, on est à quelques mois du 28 octobre 1972. Alors, avant de parler donc de ce premier vol, on fait un petit détour par le chat où oui. Beaucoup de nos followers te remercient parce que c'est ce rappel historique sur l'ADN d'Airbus, c'est intéressant, c'est passionnant même. Une question là d'Aérodob. Comment expliquer l'échec du Mercure de Dassault? Alors, c'est un formidable avion, magnifiquement dessiné. Mais quand vous décidez des clauses techniques, ce qu'on appellera le design point, c'est-à-dire je fais un avion pour quelle mission? Il ne faut pas se tromper de mission. Or, les statistiques montraient que finalement, c'était le court courrier. La plupart des routes aériennes faisaient de l'ordre d'une heure et demie. Et donc, si je fais un avion qui est capable de faire ces routes-là, je peux emporter le marché. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une compagnie aérienne, même si elle a 80% de ses routes qui font 1 heure et demie, elle a 20% de ses routes qui font 2 heures et 2 heures un quart. Et elle ne va pas acheter un avion pour ses routes d'1 heure et demie et un avion pour ses routes de 2 heures un quart ou 2 heures et demie. Elle en veut un seul. Et donc, les compagnies aériennes le client va toujours vous demander de faire plus que cela. Il ne faut pas seulement faire la route typique. Il faut lui donner du paysage beaucoup plus ouvert pour qu'elle puisse déployer sa flotte. Déployer sa flotte, ça veut dire permettre de réduire le coût unitaire de chaque avion, parce que l'avion pourra voler plus, produire plus de sièges kilomètres, et ainsi le coût au siège kilomètre sera abaissé. Les coûts de maintenance d'une grande flotte sont plus faibles à l'unité que les coûts de maintenance d'un avion unique. Et ça, finalement, il y avait Air Inter qui acceptait le Mercure. Air Inter n'a jamais voulu aller loin. Mais le problème, c'est que les Air Inter, il n'y en avait pas beaucoup.
Et donc, c'est un programme qui a coûté beaucoup, beaucoup d'argent aux contribuables français notamment, mais c'est un avion extraordinairement réussi. Mhm. Voilà. Et donc, il faut toujours prévoir que ce que vous demande le client, un jour, il va vous demander plus. Et ça, je l'ai vu dans toute ma carrière. L'A310, les compagnies aériennes n'ont cessé de nous demander d'aller plus loin. Vous faisiez Paris-Dakar, ils disaient je veux aller à Abidjan. Vous faisiez Paris-Abidjan, ils disaient je veux aller à Lusaka. Vous allez à Lusaka, je veux aller à Harare. Ça n'arrête pas. Et ça, il faut le savoir. Et il faut bien connaître sa géographie. Merci pour cette réponse vraiment détaillée. On l'a dit, donc Airbus est né, du moins à la suite de plusieurs expériences de coopération entre la France et l'Angleterre, la Grande-Bretagne, entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce que les porteurs du projet Airbus ont appris? Où a été construit le premier Airbus? Dans quelles conditions c'est fait? Parce que, par exemple, tu parlais du Transal. Le Transal, c'est un avion qui a été produit à un peu plus de 200 exemplaires, 216 je crois, Oui, c'est ça. mais Ouais. il a été produit sur 3 chaînes d'assemblage différentes, une en France et 2 en Allemagne, ce Alors, qui est d'un point de vue économique aberrant. Pour Airbus, est-ce qu'il n'y a pas eu cette tentation aussi de reproduire, que chacun garde chez lui une chaîne d'assemblage? la fierté, le pavillon, c'est quelque chose auquel Airbus Industries, ses pairs d'Airbus Industries, se sont attaqués tout de suite. Le génie de ces personnes-là, ça a été de dire, regardez Concorde. Quand vous regardez les photos du Concorde et de l'A300B qui vient de sortir d'usine, qu'on a mis face à Saint-Martin-du-Touche, Mhm. au long du fuselage de Concorde, qu'est-ce que vous voyez? Tout le long, British Aircraft Corporation, Aérospatiale France. Aucun des deux n'a accepté de baisser son pavillon et de s'unir dans un pavillon commun. Tout était dupliqué. Même si on avait fait 350 Concorde, ça aurait été un gouffre financier. Ils en ont fait que 20 avec 2 chaînes d'assemblage. Avec 2 équipes d'essais en vol différents. Le prototype 001 allait voler en France, le 002 volait en Angleterre. Le pré-série 01 volait en Angleterre, le 02 volait en France. Le premier à passer Mach 1 était un avion français, soi-disant. Le premier à passer Mach 2 devait être un anglais. Enfin, arrêtez. J'ai eu la même chose le jour où les soviétiques, les Russes, sont venus me voir à la direction de la stratégie dans les années 2000. Ils ont dit on veut faire un Airbus industrie russe. Qu'est-ce qu'il faut? J'aurais demandé de mettre devant moi toute leur carte de visite. Et ils ont posé sur la table une carte de visite Tupolev, Mikoyan, Yakovlev, Sukhoi, ils étaient tous là. J'ai dit, voyez, moi je vais vous montrer ma carte de visite. Il y a marqué Airbus aussi. Il faut que vous arriviez à mettre tout ça en commun. Et le patron de Tupolev m'a dit, mais je suis tellement fier de ce que j'ai fait. J'ai dit, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait chez Tupolev. Mais maintenant, votre fierté, il faut la mettre ailleurs. Et Airbus, si vous voulez, quand on regardez le prototype de l'Airbus, il a une couleur, c'est pas une couleur d'avion, quoi. Cette espèce de jaune fadasse, cette espèce d'orange amer. On n'a jamais vu ça sur un avion, quoi. Et avec ce logo qui dit rien du tout à personne, ben n'empêche que c'était ça. C'est ça qu'il fallait faire. Et l'obsession, ça a été l'expérience Concorde doit nous apprendre des choses. Le poids des industriels doit dépasser le poids des politiques. Ce sont les industriels qui gèrent le programme. Il faut qu'il y ait une égalité parfaite entre les deux partenaires, l'allemand et le français, avec une ouverture possible si des volontaires veulent nous rejoindre, ce qui était le cas des Anglais, puis des Hollandais et des Espagnols. Il nous faut un financement avec des avances remboursables des gouvernements. Et on remboursera sur les ventes. Sur chaque recette de vente, on va rétribuer les gouvernements. Et chaque partenaire est 100% responsable du sous-ensemble qu'on lui a attribué. Et enfin, une règle extrêmement importante quand on partage le boulot sur plusieurs partenaires. La décision de placer les frontières entre les différentes parts française, part allemande, part anglaise, part espagnole, par hollandaise, est telle que 2 partenaires ne peuvent pas faire leur petite cuisine ensemble sur une de leurs frontières sans que les autres partenaires soient au courant. C'est-à-dire les cachotteries, c'est impossible. Et ça, c'est le génie des industriels. C'est pas un avion politique. On l'a dit beaucoup, Airbus, c'est politique. Oui, il y a eu le soutien politique, le financement politique, c'est vrai, parce qu'il y avait une volonté politique de faire surgir des coopérations entre pays européens. Et donc, il fallait des projets pour ça. C'est comme Ariane, il faut des projets pour ça. Il faut que ce soit concret. Mais ce sont les industriels qui ont découpé l'avion et qui l'ont fait. Et alors, précisément, donc, comment s'est fait ce découpage et comment a été choisie la ville dans laquelle serait implantée la ligne d'assemblage finale? Alors, si vous voulez, quand le GI, voilà, la structure juridique, ça a été le groupement d'intérêt économique. Mmh. Comme
une structure juridique inventée par les Français en 1968 et qui finalement a fait Florès. Et en décembre 70, c'est ce GIE qui est choisi pour constituer la société Airbus Industrie. Et il y a un administrateur gérant qui est le fameux Henri Ziegler, surnommé le Grand Zig. Roger Béteille, directeur technique et directeur du programme, un génial ingénieur qui avait participé au programme Concorde tout au début. Et puis Félix Kracht, qui vient de l'industrie allemande, auquel on confie l'aspect industriel et organisationnel. Et cet homme-là, c'est un homme de vision. Il voit bien, alors il est décidé qu'il y aura une seule chaîne, et une chaîne, on y assemble des avions, mais aussi on les fait voler. Et donc il faut disposer d'un espace de ciel ouvert, pas trop encombré, à la météo relativement clémente. Et c'est sûr que de ce point de vue-là, Toulouse, c'est mieux que Munich, et c'est mieux qu'Hambourg, et c'est mieux que l'Angleterre. Donc, c'est vrai, et encore aujourd'hui, les domaines ouverts aux essais en vol des avions Airbus, que l'on aille vers la Méditerranée ou surtout vers le golfe de Gascogne, ce sont des volumes aériens extrêmement commodes par rapport à l'Allemagne, au Nord-Europe, etc., où c'est tellement encombré. Voilà, donc on sait que ce sera Toulouse. Alors maintenant, comment envoyer ou faire convoyer tous les sous-ensembles qui arrivent d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne ou d'autres endroits de France à Toulouse. Et là, le génie, ça a été de comprendre qu'il y avait une solution qui était parallèle à l'évolution du programme Apollo aux États-Unis. Le programme Apollo, il fallait faire tout converger à Cap Kennedy. Mais les étages des fusées Saturne, elles étaient produites en Californie ou le long du Mississippi. Alors, on pouvait les mettre sur des barges, les faire passer par le golfe du Mexique et arriver, mais le mieux, pour qu'il y ait moins de dégâts et que ça aille plus vite, c'était des avions. Et donc, une société va modifier des anciens Boeing en leur donnant un fuselage d'un diamètre supérieur, évidemment, au diamètre des étages de fusées Saturne 1 et Saturne 4. La chance veut que le diamètre de fuselage choisi pour l'A300, 222 pouces, ce qui fait 5,64 m, est inférieur au diamètre de la fusée, des étages de la fusée Saturne. Et donc, Félix Kracht, qui voit que le programme Apollo est en train de ralentir, on est en 71-72, hein, la dernière mission lunaire, c'est 72, eh bien, va acquérir 2 Super Guppy, et puis plus tard, il va falloir en construire 2 autres qui vont être faits pour nous par UTA Industries au Bourget. Et donc, le mécano d'Airbus va se faire avec ces avions de déménagement qui vont faire les vols navettes entre tous les centres industriels européens. Alors, l'industrie, notamment les Américains, vont se moquer des Européens en disant « mais quel cinéma !» En fait, ils le copieront 30 ans plus tard pour la 787. Donc, c'était bien la bonne solution. Sur le chat, Alfred fait un pied de nez en disant que le succès d'Airbus, ça reste quand même grâce à des Boeing, des 337 bien modifiés, mais des Boeing quand même. Alors, oui, alors il y a eu même plus drôle, si vous voulez. Boeing s'est vanté, se moquant de notre système, s'est vanté du fait que la dimension des voilures des A330-340 était déterminée par la longueur du Super Guppy. Alors, c'est vrai, mais enfin, c'est pas très intelligent de dire ça, en fait. Hein. C'était une pirouette de Boeing, mais il n'avait à disposition que des pirouettes. En fait, le système était génial, le système Airbus était génial, car un sous-ensemble n'était jamais à plus de quelques heures de vol du site d'assemblage final. Mais surtout, les équipes qui chargeaient les voilures, par exemple à Chester en Angleterre, si jamais il y avait un dommage causé pendant le transport, c'était ces équipes-là qui étaient responsables de réparer les dommages. Donc, ils veillaient sur chaque industriel, veillait sur sa part et ses sous-ensembles comme le lait sur le feu. Et on avait beaucoup moins de dommages que Boeing qui faisait transiter ses fuselages sur des chemins de fer, où les cow-boys s'amusaient à tirer dessus. Quoi. Authentique, hein. Le premier boulot sur les fuselages de 727-737, c'était de placer des rustines pour boucher tous les trous que des imbéciles avaient fait en tirant au fusil sur le long des voies ferrées. C'est marrant, hein. Ah bah tu m'apprends quelque chose là. Oui, ça, j'imaginais pas que ça avait pu être à ce point. On peut peut-être dire quelque chose quand même sur le dessin de l'A300. Alors, le fuselage. Alors ça, je le tiens d'un des gars qui était un des 5 ou 6 ingénieurs qui, sous la responsabilité du premier ingénieur en chef, dont je vais mentionner le nom parce qu'on ne le mentionne jamais, il s'appelait Paul Ducassé. On fait toujours référence à Roger Béteille, mais Roger Béteille était nettement au-dessus. Mais l'ingénieur en chef, celui qui prend les éléments et qui en fait un avion qui le dessine, c'est Paul Ducassé. Alors, un fuselage circulaire. Il était clair qu'il fallait pouvoir loger 8 ou 9 passagers de front avec 2 couloirs. Qu'est-ce qu'on allait mettre en dessous? Alors, c'est là que la décision de Roger Béteille est importante, c'est vrai, c'est qu'il a dit, notre avion ne sera pas standard,
sauf les soutes, puisque les Américains ont déjà lancé leurs gros porteurs avec des containers et des palettes d'une certaine taille, c'était les fameux containers LD3, mis côte à côte en soute. Il faut que notre soute soit capable d'utiliser, en les plaçant de la même façon, les mêmes containers standards et les mêmes palettes standards. Et ça a déterminé le fuselage. Ensuite, pourquoi les deux moteurs sont-ils tellement avancés par rapport à la voilure? Parce que souvent, les moteurs étaient beaucoup plus près de la voilure, avec un pylône très court, sans parler des 737 qui ont les moteurs collés à la voilure, ou le Mercure. Eh bien, l'équipe de Paul Ducassé a étudié 250 accidents ou incidents qui ont eu comme point de départ un éclatement d'un élément du moteur. L'idée, c'était, il faut éviter qu'un disque de turbine qui fiche le camp, qui sort de la nacelle, vienne percer un élément vital du fuselage. Il y a même un ingénieur qui a été envoyé chez un constructeur de chars d'assaut pour se faire expliquer quelle était l'énergie d'un obus qui arrivait sur une carcasse. Et donc, il s'était rendu compte qu'il fallait à peu près 30 cm d'épaisseur d'acier pour encaisser un disque de turbine qui aurait fichu le camp. C'était impensable. Donc, il fallait que le disque de turbine ou le morceau de disque soit éjecté, mais comme ça part vers l'avant, il fallait mettre le moteur suffisamment à l'avant pour que le disque passe en avant du cockpit. Autre élément, il ne fallait pas que les éléments, les systèmes triplés, pour des questions de sécurité, à bord de l'avion, soient installés aux mêmes endroits sur le fuselage, de façon à minimiser les risques en cas de percement ou de coupure. Il ne fallait pas qu'un seul incident coupe 3 circuits à la fois. Et ça va sauver des A300, et donc des A310, et donc des A320, et des A330 et des A340 et le reste. Car la culture d'entreprise, ça reste. Voilà quelques idées sur le dessin de l'A300. Et alors donc, maintenant, on est le 28 octobre 1972. L'A300B vole, donc le mécano-industriel d'Airbus a démontré qu'il fonctionnait. Maintenant, il faut les vendre, ces avions. Et là ça va être une autre paire de manches. C'est ça. Alors, il faut montrer, il faut démontrer. Alors, d'abord, l'avion a volé. On voit sur les photos, d'ailleurs, que le nombre de photographes, c'est pas énorme. Hein. Oui. C'est un fait. Ouais. Ils se comptent. Hein. Alors, il faut démontrer. Alors, il y avait moins de spotters à l'époque. Ouais. Il y avait moins de spotters. L'avion va bien voler. Une année 72-73 qui se passe très bien. Et dès le premier anniversaire de l'avion, le prototype de l'A300 va se rendre aux États-Unis et au Brésil pour une grande tournée, la présentation aux Américains. C'est là que tu vas faire ton Il s'agit vol. de montrer alors c'est là que je vais faire mon vol, mais alors de façon tout à fait inopinée. Je suis étudiant à Washington et normalement Airbus Industries a prévu 2 vols de démonstration au départ de Washington pour les gens de la FAA, du NTSB et des compagnies aériennes. Donc c'est à l'aéroport de Washington Dulles et je m'y trouve parce que je suis fanat d'avion depuis que je suis tout petit. Et donc, je me débrouille par des connaissances à l'ambassade de France d'avoir peut-être un billet pour monter à bord. Voilà. Alors, effectivement, il va y avoir 2 vols de démonstration, Washington, Charleston, Washington. Et je vais faire le vol dans le cockpit, blotti derrière le siège de Bernard Ziegler, que je découvre à l'occasion, et qui accepte normalement que des pilotes dans son cockpit. Et donc, défilent dans le siège de droite des pilotes de United, d'American, de Piedmont, d'Allegheny, de National, etc. Voilà. Alors, l'avion va être présenté donc aux États-Unis, également à Chicago, et puis à Miami, et puis au Brésil. Il y a une très belle photo de prototype de l'A300 survolant la baie de Rio, mais ce n'est pas suffisant. Et les ventes vont vraiment traîner, c'est lamentable. En 1974, j'ai là la brochure qui a été distribuée par Airbus Industries en 1974. Et alors, le bilan des ventes, alors heureusement, il y a eu Air France en 1971, pour 6 avions B2. Il y a eu ensuite Lufthansa, 3 avions. Iberia s'est trouvé un petit peu obligé d'acheter au moment où le gouvernement espagnol a voulu rentrer dans le programme. Il y a une commande conditionnelle de Transbrésil au Brésil pour 2+2. Air Siam en Thaïlande pour 2 avions. Et heureusement, en 1974, Korean Airlines pour 6 avions. Philippe, à l'instant, donc un de nos followers, Alfred, qui vient de regarder sur Flight Radar. Pendant qu'on parle, il y a une trentaine d'A300B qui sont en vol et dont 25 au-dessus des États-Unis. Absolument. Vous voyez, un beau clin d'œil. Merci, c'est sympa ça. Ouais. Merci vraiment beaucoup parce que ça m'amène au petit point suivant. Si vous voulez, fin 1974, le bilan des ventes d'Airbus
c'est 14 avions fermes, 26 options. C'est vraiment lamentable. Le programme a été lancé en 69. 5 ans après, il y a 14 avions fermes et 26 options. Mais la pire année, c'est pas celle-ci. La pire année, c'est 76. Un avion vendu, un avion annulé. Bilan zéro. Et à cette époque-là, moi, je m'occupe du programme des moteurs CF650 General Electric SNECMA à la SNECMA, et je suis notamment chargé des hypothèses de programme pour les ordonnancements industriels que devrait faire la SNECMA pour livrer les moteurs à temps à Airbus. Et je pose la question en fin 76 à une délégation de General Electric, quels sont, d'après eux, les prospects, les chances de vente d'Airbus A300 aux États-Unis. J'ai encore à l'oreille la réponse de Bob Barnett. Vous voyez, je n'ai pas oublié son nom depuis septembre 76. Never, ever an Airbus in the United States. Voilà. Alors, il risque d'être démenti quelques mois plus tard par une compagnie de la côte Pacifique qui s'appelle Western Airlines. Western Airlines, elle a son réseau essentiellement du côté ouest des États-Unis et il y a beaucoup de trafic entre Seattle au nord, Los Angeles au sud en passant par San Francisco, et puis Denver, et puis Reno, le Nevada, etc. Enfin, il y a du monde. Et alors, la compagnie Western Airlines annonce ingénument qu'elle a décidé de choisir 7 Airbus A300B pour son réseau domestique. Espoir européen. Ah ben ça va pas durer longtemps. Quelques jours après, la Western annonce que oui, il y aura bien 7 avions, le compte est bon, mais il y aura 2 Douglas DC-10 et 5 Boeing 727-200. Donc, 7, le compte est bon, mais le compte d'Airbus est réglé. Alors, c'est évidemment une gifle pour Airbus, mais cette gifle, si elle cause le désarroi dans l'industrie européenne, elle va être finalement le point de départ du véritable succès. C'est-à-dire qu'à l'autre bout des États-Unis, il y a une compagnie qui s'appelle Eastern. À la tête de cette compagnie aérienne, qui a un réseau fabuleux, qui va de Boston à Miami, en passant par Philadelphie, New York, Baltimore, Washington, les Virginies, les Carolines, le Mississippi, etc. Donc beaucoup de trafic. Elle est menée par un patron qui s'appelle Frank Borman. Alors Frank Borman, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être un vrai Américain. C'est un ancien colonel de l'US Air Force, pilote d'essai, astronaute depuis 1962. Il a commandé une mission formidable Gemini 7 et une mission extraordinaire Apollo 8, le premier survol de la Lune par des humains, Noël 68. Il a pris sa retraite ensuite et le voilà à la tête de Eastern. Alors grâce à Western Airlines, qui a échoué, il a entendu parler vraiment de l'A300. Alors il cherche un avion d'à peu près 180 places, parce qu'il a, pour ses navettes, ses avions de navettes, il a des avions de 140 à 160 places. Donc, il ne veut pas grossir trop vite. Donc, lui, son idéal, c'est 180 places. Alors, ça tombe bien, Boeing a, sur ses planches à dessin, un 7N7 biréacteur qui pourrait faire 180 places. Ça va devenir le 757. Mais ça ne s'appelle pas encore 757, ça s'appelle 7N7. Et Borman fait donc venir Douglas, Boeing, pour présenter ce qu'ils ont. Et puis, il décide quand même de faire venir Airbus Industrie, dont il a entendu parler grâce à l'affaire Western. L'avion est intéressant, techniquement il est intéressant, et Borman est intéressé par la technologie. Mais l'avion est beaucoup trop gros. 245 places, c'est beaucoup trop gros. Et c'est là que, à nouveau, un génial leader d'Airbus, qui entre-temps est devenu Bernard Latière, qui lui est un financier, un commerçant, va proposer à Frank Borman de louer des avions, et si ça ne lui plaît pas, il pourra les rendre à la fin de chaque mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des avions à louer? C'est que Airbus lance des avions par paquet de 16. Alors, même une année où on n'en a pas vendu un, ben, il y a des avions qui sortent. Et donc, des avions qu'on appelle des queues blanches, ben, on en a pas mal. Et le deuxième épisode, alors ça intéresse Frank Borman, cette location possible et sans risque, finalement, il peut rendre des avions. Mais surtout, Latière et Béteille invitent Borman à visiter Toulouse. Et en prévision de cette visite, Latière décide qu'on va peindre un A300 aux couleurs d'Eastern et qu'on va le planquer derrière un hangar. Et quand Borman fait le tour, tout d'un coup, il tombe sur un avion et il dit « Mais c'est mon avion ». « Eh oui, c'est ton avion », dit Latière. « C'est ton avion. 4 en location et tu me les rends si ça convient pas. » Alors Borman va trouver que les avions sont chers. Et là, le financier va prendre, Latière va prendre ses risques. Il va dire « Écoute, le prix d'un A300, c'est le prix typiquement d'un avion de 250 places. Donc au siège, je divise par 250. Tu veux 180 places? Eh bien, on va multiplier par 180 et ça sera le prix pour toi. Mais alors attention,
Le jour où j'apprends qu'il y a 181 passagers dans ton avion, tu me payes le reste. Parce que ça, Boeing ne peut pas le faire. Et Borman, qui est intéressé par l'avion, va dire that's fair. C'est honnête, on a le deal. Et Borman, finalement, va être enchanté de la location des 4 avions et va en acheter 28 autres fermes. 32 avions Airbus vont rentrer aux États-Unis. Comme quoi, mon ami de GE, Bob Barnett, avait tort. Et sur le chat, là, Alfred nous dit que Eastern avait à l'époque des 180 places, c'était les 727-200. Oui, il bourrait. Alors, c'est vrai que les 727-200 étaient bourrés jusqu'à la gueule. On était serrés comme des anchois. On montait, en fait, typiquement pour faire Washington-New York. On montait à bord, tant qu'il y avait de la place. On payait son billet une fois qu'on était assis. Et quand l'avion était plein, on partait. Et il y avait un avion toutes les 20 minutes. Et puis, l'avion n'était pas du tout économique. 3 moteurs JT8. Et puis, il faisait un raffut du diable. Or, les aéroports étaient très, très proches du centre-ville. Ceux qui connaissent Washington, ce qui est devenu Washington National, on décolle au-dessus du Pentagone et au-dessus de la Maison-Blanche. Donc, ils cherchaient quelque chose de totalement nouveau et qui ne fasse pas de bruit. Et d'ailleurs, les A300 d'Eastern vont être surnommés les Whisper Jets, les avions qui susurrent. Mais l'aventure est quand même pas finie parce que les Américains vont interdire l'opération des A300 d'Eastern à New York. Pour quel motif? Alors, le motif, il est simple. Soi-disant, l'autorité du port de New York prétend que la masse des A300 est telle qu'elle va faire écrouler les piliers qui soutiennent les pistes et les taxiways, l'aéroport de New York-LaGuardia étant construit sur des marais. Il faudrait élargir la voie du train, enfin, vous voyez, modifier un train d'atterrissage, c'est infaisable. Et alors, les Européens, ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. On leur pose une question technique et ils vont aussitôt se précipiter sur leur table à dessin. La question, elle n'est pas technique. Enfin, la question est technique, mais la réponse ne l'est pas. La réponse, elle est financière. L'autorité du port de New York attend de l'argent. Et ça va se régler avec quelques pots de peinture verte. On va peindre des cheminements soi-disant spéciaux pour les A300 d'Eastern pour être sûr que les papates des A300 vont bien peser sur 2 piliers et pas un seul pilier. C'est l'affaire Concorde qui recommence. Mais finalement, ça sera un succès formidable. En réfléchissant à cette séquence qu'on a ensemble maintenant là, avec tous les gens qui nous écoutent, je repensais à cette chanson québécoise que les plus anciens parmi nous connaissent. Charlebois. Oui, et j'ai repris Eastern, Western et Pan American. Et je ne sais plus où je suis rendu. Eh bien, ces 3 compagnies aériennes, Eastern, Western et Pan American, sont les 3 premières aux États-Unis qui vont nous permettre finalement d'entrer en tant qu'Airbus Industrie aux États-Unis. Je ne pense pas que le chanteur y avait pensé. Non, moi je ne pense pas non plus. C'est quand même marrant. À propos du train d'atterrissage du 300B, là, c'est JBO Press qui pose une question. Effectivement, ce train d'atterrissage est très élevé. Est-ce que c'est à cause des moteurs et de la garde au sol? La taille du train d'atterrissage, elle est déterminée par plusieurs facteurs. Effectivement, quand vous avez un gros moteur à mettre en avant et en dessous de la voilure, il faut une garde au sol suffisante pour que le moteur ne racle pas par terre et n'aspire pas, ne joue pas le rôle d'aspirateur sur les pistes. C'est une chose. Deuxièmement, si vous voulez rentrer votre train, il faut l'écarter suffisamment pour qu'il puisse rentrer sans que les 2 jambes se croisent. Ce qui fait que les jambes de train de l'A300 sont assez longues, et comme elles sont assez longues et assez hautes, mais il faut les écarter pour qu'elles puissent rentrer dans le caisson central. Voilà. Et donc, effectivement, il fallait veiller à ce que ça pèse bien sur 2 piliers à la fois. En fait, ce n'était pas nécessaire, mais enfin, ça a été le prétexte utilisé. Une autre question, l'avion d'accompagnement qui suivait le premier vol de l'A300B, est-que tu as une idée de ce que c'était comme avion? Non, je crois que c'est un Gloster Meteor. J'essaie de me souvenir de la photo. Je pense que c'est un Gloster Meteor avec les peintures rouges au bout des ailes et sur la queue et sur le nez. Je crois que c'est ça. D'accord, ok. Bon, peut-être que d'ici la fin de l'émission, on aura quelqu'un qui va nous donner la réponse. Alors donc, pour en finir donc avec la 300B, quel a été donc vraiment le déclencheur qui fait que les ventes ont décollé? Il y a quelques facteurs. Alors, il y a le coût de tonnerre d'Eastern Airlines. 78 et 79 vont être 2 magnifiques années commerciales, toute proportion gardée. On ne parle pas de 100 avions par an. Aujourd'hui, ça paraît ridicule, mais à l'époque, c'était déjà énorme. C'est quelques dizaines chaque fois, mais surtout, il va y avoir une traînée de commandes en Europe et surtout en Asie. Or, l'Asie, c'est véritablement le marché type pour l'A300, surtout le B4 qui a une distance franchissable de l'ordre de 2500 nautiques.
c'est des grosses villes, et donc avec des grosses densités de population, donc c'est idéal. Les déclencheurs, ça avait été Korean Airlines, puis Indian Airlines, puis la Thai, puis la Malaisiane, puis Singapour, et ça va se répandre partout comme ça. Et puis en Europe, il y aura Alitalia, etc. Ça va véritablement, et la Lufthansa va finalement se convertir. Elle y était allée avec vraiment la petite cuillère, hein, le dos de la cuillère. Elle va finalement acheter pas mal d'avions. Il y aura Air Inter aussi. On va passer les 25-30 avions. Hein. Air France, bien sûr. Mais pas d'Angleterre. Hein. Finalement, le pays le plus difficile, c'était l'Angleterre, c'est pas les États-Unis. Toujours, toujours, toujours. Et merci pour cette histoire passionnante de l'A300B et qui au-delà de l'histoire du premier vol, c'est toute la construction d'Airbus là, qu'on vient de revivre. Et moi, j'ai encore appris des choses extraordinaires. Je dois dire que j'ai été vraiment passionné par le podcast, la série de podcasts que tu as réalisé avec Gérard Maui. Je les ai découverts les uns après les autres au fur et à mesure que vous nous les envoyez. Aujourd'hui, on a mis en ligne le deuxième. Chaque jour, on en met un jusqu'à vendredi où on aura le cinquième. Moi, j'encourage tous nos lecteurs, nos auditeurs, nos followers à écouter et réécouter ces podcasts parce que c'est passionnant. Avant de clore cette émission et avant de te laisser partir, je voudrais quand même qu'on parle de l'A380 parce que c'est un avion que tu as bien connu, que tu as participé à son développement. L'A380 mérite à lui tout seul une émission et je t'invite dès à présent, je te lance une invitation. Volontiers. Ok, donc je note. En 2 mots, comment on peut expliquer l'arrêt prématuré du programme et donc son échec? Eh bien, l'histoire de l'A300 nous montre ce qu'il faut faire pour qu'un programme dure. L'A300 a été conçu comme une famille. A300 B1, B2, B4, B9, B10, B11, etc. Et il a été suivi. J'ai toujours connu Airbus avec des familles d'avions. Et c'est ce qui a fait notre succès. Et on a réussi à clouer le bec à Lockheed, à Douglas et même à Boeing. Quand on lance une famille, quand on lance un avion, on le conçoit comme une famille. Et l'A3XX, qui est devenu le 380, était conçu comme une famille, avec un avion qui s'est appelé finalement le 800. Il a été conçu pour faire le 900 avec la même voilure. La voilure actuelle de l'A380, c'est pas la voilure qui était destinée à l'avion du début. Elle était conçue comme une aile de Boeing, parce qu'on avait appris nos leçons, et j'avais suffisamment payé en essayant de vendre des avions Airbus avec des trop petites voilures. J'avais demandé à l'ingénieur en chef, tu me fais une voilure de 800 mètres carrés. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir à refaire une autre voilure, puis une autre voilure et une autre voilure. Et donc, effectivement, la voilure, elle est faite pour la version 900, qui a 100 passagers de plus. Donc, évidemment, c'est lourd. Donc, il devait y avoir le 800, le 900, le combi et le fretteur. Avec ça, on avait une famille. Le fretteur a été commandé par les plus grandes compagnies du monde, FedEx et UPS. Excusez du peu. Un jour, il a fallu que je leur annonce qu'on annulait le programme et que donc, qu'ils pouvaient pleurer dans leur coin. Il n'y aurait pas d'A380 freighter. Et donc, en fait, c'est là qu'apparaît le fait que Airbus ne va pas suivre la famille. Et j'allais dire, et je le dis avec un peu d'amertume, en pensant aux efforts extraordinaires déployés par l'industrie européenne dans son intelligence, ses personnels, pour faire cette famille, qui ne va pas être faite, vous coupez les ailes de votre avion. Et vous coupez les ailes de vos clients. Quand des clients s'aperçoivent qu'ils ont investi sur un avion qui devait être le fer de lance de leur flotte, comme l'avait été le 747 beaucoup plus tôt. C'était le 747 qui était l'emblème. Le 380 était l'emblème. Les compagnies clientes s'aperçoivent que l'avion ne va pas être suivi. La valeur résiduelle prévisionnelle s'effondre. Donc, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. J'admire le courage des compagnies aériennes qui, malgré ça, ont remis appel Covid en service dans un 380. Quasiment toutes, sauf 2 ou 3. Pour moi, la 380, c'est exactement comme la 300. Mais la 300, il a été suivi au point qu'aujourd'hui, et un de nos auditeurs l'a vu, rien qu'aux États-Unis, encore, il y en a encore 30 en l'air. Oui. Formidable. Pourquoi le cargo a été annulé? Les débuts de la 380 ont été affectés, affligés par des problèmes industriels. Oui, bien sûr, on s'en souvient. Qui ont coûté des milliards, je ne crois pas dévoiler de secret, et surtout ont causé des retards. Vous savez qu'au début, on avait pensé une mise en service en 2002. Ensuite, on s'est dit on va le mettre en service en décembre 2003, parce que ça serait le 100e anniversaire du vol des frères Wright. Ça aurait été joli, hein? Joli pied de nez, oui. Joli pied de nez. Finalement, la mise en service a eu lieu en décembre 2007. Les retards, ça coûte cher à tout le monde, aux clients, aux fournisseurs, à l'avionneur, aux motoristes. Moyennant quoi, l'argent qui a été perdu
au cours des années, n'a pas été disponible pour faire les autres versions. D'accord. Et on a donné priorité à la version passager, et on a dit à FedEx et UPS, dommage pour vous. Ouais. Et aujourd'hui, FedEx et UPS, excusez l'expression un peu triviale, se goinfrent de fretteurs Boeing. Regardez les statistiques et regardez le calendrier. Donc je crois que c'est le démarrage malheureux sur le plan technique et industriel surtout, qui a fait qu'on ne pouvait plus lancer la famille. Et donc, l'A380 est le seul avion orphelin au milieu de toutes les familles d'Airbus. Voilà, j'en dirai pas plus. Non, pas plus pour cette fois-ci, mais on fera une émission spéciale sur la 380 parce qu'il y a des choses assez extraordinaires à raconter sur cet avion, qui est un avion très prisé par les passagers. Les passagers sont tombés amoureux de la 380. Encore aujourd'hui, c'est un avion qui ne laisse pas indifférent. Mais ça, on en reparlera. Juste pour finir sur ce chapitre Airbus, tu nous as expliqué, et la démonstration était assez impressionnante, que l'industrie américaine s'est endormie sur ses lauriers et qu'elle a ouvert une porte ou entrouvert la porte à Airbus. Aujourd'hui, est-ce que le duopole Airbus-Boeing qui s'équilibre à peu près, quand Boeing aura résolu ses problèmes de MAX et puis d'autres problèmes, on va retrouver sans doute un équilibre entre les deux industriels. Est-ce que les deux industriels ne s'accommodent pas de cette situation, ronronnent pas et ne regardent pas ce qui se passe en Chine? Alors, pour le bien du marché, il faut absolument qu'il y ait au moins un duopole. Le monopole serait catastrophique. Bien sûr. On n'a jamais voulu la disparition de Boeing. Chez Airbus, on a été stupéfait de la disparition de Douglas, de McDonnell Douglas, et on a été stupéfait de l'effondrement de Boeing au cours de ces dernières années. Effondrement qui a commencé en 2000-2001, quand on analyse. Donc, il faut qu'ils s'en sortent. Pour le bien de l'industrie, il faut qu'ils s'en sortent. Alors maintenant, les Chinois. On a beaucoup ri avec les Chinois, ou sur les Chinois, mais les Chinois apprennent très vite, et ils ont une détermination, ils sont implacables. Implacables. Et je me souviens des déclarations de Tom Enders, et puis quasiment simultanément du patron de Boeing de l'époque, ça remonte aux années 2006, 2007, 2008, disant « Il faut que nous devenions une industrie chinoise en Chine pour faire partie du paysage. » Alors, oui, ça c'est bien pour nous permettre de vendre des avions, etc. et tout, et de les faire, etc. Mais les Chinois apprennent très très vite. Il m'est arrivé d'avoir à demander la mise à la porte de stagiaires chinois chez moi, quand j'étais à Airbus, parce qu'ils disaient tout le temps « nous ». Et quand ils disaient « nous », c'était pas Airbus, c'était la Chine. Et j'avais obtenu de mon patron, Gérard Blanc à l'époque, qu'il les vire. Et on voit que le C919 n'est pas seulement une rigolade. Pour l'instant, il leur manque notamment la maîtrise des essais en vol, mais ça va venir vite. Et chaque fois que les gens m'ont dit « oui, mais les compagnies chinoises vont être obligées d'acheter des avions chinois », je dis « c'est vrai ». Et alors, elles vont s'apercevoir que les avions ne sont pas bons. Je leur dis, détrompez-vous. Les compagnies chinoises qui sont devenues clientes régulières de Boeing et d'Airbus, elles savent ce que c'est qu'un avion occidental. Elles savent ce que c'est que la fiabilité d'un avion occidental. Elles savent ce que c'est que la productivité d'un avion occidental. Et vous croyez qu'elles vont prendre chez elles un avion qui ne sera pas la copie conforme? Bien sûr. Elles vont avoir les mêmes exigences. Méfiez-vous. Alors évidemment, ils ont mis un temps infini entre le lancement, le premier vol et l'assertif, mais c'est un coup d'essai. Donc ça aussi, c'est un sujet dont on reparlera. Une question sur le chat de JLIULM. En 2006, un Sprint Freighter a prouvé que l'A380F était viable pour moins cher que l'arrêt de chaîne. Alors là, honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Vous savez, il y a ça, mais il y a aussi les ressources nécessaires. Pourquoi? Vous savez, on a souvent dit Airbus, ils aiment les gros avions, et Boeing, ils aiment les petits. Il n'y a rien de plus faux. Si vous croyez que le 777 est un petit avion, et si vous croyez que le 777-8 et le 777-9 sont plus petits que les 777 précédents, vous avez changé de lunettes, quoi. C'est un mensonge éhonté. Alors pourquoi Airbus a fait un gros avion au moment où Boeing faisait un petit avion? C'est que Boeing avait tout perdu le marché de l'entrée de gamme en long courrier. Avec l'A330, on avait réglé son compte du 767. Donc la priorité de Boeing, c'était le 787, appelé le Dreamliner à l'époque. Bon. Donc, tout ça, ça prend des ressources. À partir du moment où chez Airbus, la 340 a été arrêtée, il a fallu trouver quelque chose en dessous du 380. Heureusement, est arrivée la famille 350. Et là, tu parles de famille. Là, tu parles de famille. Et bien entendu,
le 900, le 1000 et le freighter. Enfin, enfin. Et un avion très bien né, très bien fait, sorti quasiment pile poil aux dates qui avaient été annoncées. Comme quoi, les déboires industriels de l'A380 ont été parfaitement intégrés et traduits pour que l'avion sorte à l'heure. Et on en a livré déjà plus de 500, ce qui est extraordinaire. Oui, oui. Donc voilà, les séquences ne sont pas les mêmes chez un avionneur ou l'autre. Il y a un trou qui se fait là, chez l'autre, le trou n'est pas là en même temps, etc. Il ne faut pas les opposer, hein. Chacun veut une gamme complète. Merci Philippe. Merci. Donc on n'a pas fini notre émission, attention. Il nous reste le petit survol de culture aéro. Culture aéro, donc, eh bien, je vais commencer tout de suite. On en a parlé tout à l'heure. Je le mets là, voilà. Donc, c'est le Transal qui vient d'être retiré du service dans l'armée de l'air française après donc 59 ans de bons et loyaux services. Le Transal, donc c'était une coproduction franco-allemande. Et là, on a eu l'occasion d'en parler. L'industrie aéronautique a appris beaucoup de cette coopération. 3 chaînes d'assemblage pour 216 avions, c'était peut-être un peu beaucoup. C'est un livre qui a été réalisé au sein des escadrons qui opéraient le Transal par Frédéric Lerth. Que vous avez vu la semaine dernière sur le plateau. Il ne parle pas simplement du Rafale, il parle aussi du Transal. Et puis avec le photographe et éditeur Alex Paringo. Donc beaucoup de photos dans ce livre et des textes toujours aussi accrocheurs de Frédéric. Voilà, donc ça c'est le Transal aux éditions Zéphyr. Autre chose, un autre avion de légende, dans un tout autre registre, le Polikarpov I-16. Donc là, on est projeté pendant la guerre d'Espagne, où cet avion a fait ses débuts, comme d'autres avions. En face, il y avait le Messerschmitt 109. Bon, c'est pas un avion qui a marqué l'histoire de l'aviation. N'empêche qu'il a sa place dans cette collection Warbird éditée par les éditions Soleil. Donc dans cette collection, on prend un peu, d'une certaine façon, les seconds couteaux, puisqu'on a commencé, le premier c'était le Stuka. Et puis le deuxième, c'est le Polikarpov, et le troisième, ça sera le B25. Mais c'est passionnant, et c'est très très bien raconté par Nolan, qui est un sacré raconteur d'histoire. Voilà, j'ai fini avec mes livres. Philippe, toi de ton côté, tu as une lecture à nous recommander? Alors le dernier que j'ai lu, en fait, je l'ai récupéré dans une brocante. C'est le livre d'Henri Desplantes, À la conquête du ciel. Ah oui, c'est pas tout récent ça, oui. Ah non. C'est quoi? Mais j'ai 1900, milieu des années 80, je crois. Oui, c'est ça, mais c'est formidable à lire, Et on s'aperçoit qu'on a beau s'imaginer qu'on est très très connaisseur, mais on a plein de trous dans la raquette. Il y a toujours à apprendre, il y a plein de choses à apprendre. C'est extraordinaire. Des avions Marcel Bloch au Mirage 4000, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Donc c'est un livre que tu nous recommandes, donc À la conquête du ciel par Henri Desplantes. Henri Desplantes, effectivement, diffusion Edisud. Alors Edisud, ouais, je ne sais pas à quelle date c'était, je vais regarder. Ouais, c'était en 1985. 1985. Voilà. Et donc je pense qu'effectivement il faudra le rechercher dans les brocantes. Ah oui, on le trouve sur Amazon en d'occasion, je crois. Donc ouais, ça vaut le coup. Donc ça vaut le coup. Voilà. Bon, moi, ce que je vous recommande aussi à tous, c'est d'écouter les podcasts A300, justement, que tu as réalisé avec Gérard Maui. Donc, et alors, on va vous retrouver tous les deux à Aéroscopia, où samedi, vous faites une conférence sur la genèse de l'A300B à l'occasion donc de l'anniversaire du premier vol. C'est ça? Attention, Gilles, ce n'est pas samedi, c'est vendredi. C'est vendredi, le jour J. Vendredi, donc. le jour même, le 50e anniversaire. D'accord. C'est donc au musée Aéroscopia, à partir de 15h. D'accord. Une table ronde où vous aurez vraiment des pionniers qui sont là aussi, les Jean Pinet, les Pierre Beau, les Ange Ortega, etc., ceux qui ont été là vraiment au début.
D'accord. Vendredi, on aura mis en ligne le 5e et dernier épisode de la série. Donc, vous pourrez réécouter dans la continuité ces 5 épisodes et vous apprendrez beaucoup de choses. Et c'est vraiment bien raconté. Merci à tous les deux d'avoir proposé à Aérobuzz cette collection. Alors cette collection, elle est parallèle à celle que fait Gérard Maui toutes les semaines, qui alimente toutes les semaines Gérard Maui, qui est la poétique du ciel et qui est aussi un plaisir de fraîcheur et de découverte toutes les semaines de textes inattendus. Voilà, donc je crois qu'on a fini. Une dernière chose, ces émissions de Jumpseat, vous pouvez les revoir en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez en abuser. Et puis surtout échanger les liens de façon à ce qu'on soit de plus en plus nombreux à la suivre en direct et de pouvoir interagir comme ça sur le chat. Le chat que je remercie parce qu'encore une fois, c'était super. Vous êtes intervenus. On sent qu'on a quand même non seulement des passionnés, mais des gens qui connaissent aussi bien leur sujet. Et ça fait du bien de se retrouver entre nous et de pouvoir accueillir de plus en plus de gens extérieurs qui se rendent compte que l'aviation, c'est d'abord une passion. C'est pas Philippe qui va démentir ça. Merci Philippe. Bonne chance pour vendredi. Et puis, merci beaucoup. Nos excuses à Philippe, nos excuses à tout le monde de t'avoir figé comme ça pendant presque 2 heures. J'espère que tu n'as pas eu des crampes. Le cou, ça va la nuque? Tu peux bouger la nuque? Très bien. C'est bon. Merci. Impeccable. Merci à tous. Merci à tous. Allez, ciao. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jumpseat, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.